2, 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Est-ce que parmi vous, certaines et certains étaient déjà là hier? Oui. Il y a donc encore des gens à peu près frais, parce que j'ai l'impression qu'hier soir, il s'est passé des choses, ce qui peut expliquer la moindre fréquentation ce matin par rapport à hier. Merci d'être là. Frédéric Danhé, toujours au poste. Après 7 heures de débat et remise de prix hier, là je me coltine 4h30 avec vous. 3 heures ce matin, 1h30 cet après-midi, et j'en suis ravi. Pour cette première édition de Cyclo Montpellier, il devrait y en avoir une autre dans 2 ans, une édition montée, et je cite tous les partenaires, l'agence de l'eau, l'inévitable agence de l'eau, qui est partout dès qu'on parle de l'eau, Rhône, Méditerranée, Corse, la région Occitanie, Montpellier, Méditerranée Métropole, BRL, qui se trouvent tous sur le village des partenaires. Également le pôle Aqua Valais, ADOC, l'agence de développement économique en Occitanie, les canalisateurs d'Occitanie, l'association des techniciens territoriaux de France et notre partenaire média, Cayola Média. Il y a cette conf et ensuite à 11h30 jusqu'à 13h, une autre sur la désimperméabilisation. Et à 13h, il y aura le départ pour une visite de la place Jacques Coeur qui a été désimperméabilisée. Donc après la deuxième table ronde, vous aurez une mise en situation en direct. Le programme, le voici. Donc en l'eau de pluie devient un atout. Et on terminera par l'eau et la santé cet après-midi. La conférence, ah oui, j'ai oublié de vous dire que tout est filmé sur YouTube, pas en direct, mais vous aurez les replays de toutes ces confs. Il y a une régie derrière qui s'occupe de tout, avec plein de caméras. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas à l'image, il n'y a que moi qui l'ai avec mes intervenants. Première conférence donc de la matinée pour une gestion durable de l'eau. Il y a de moins en moins d'eau disponible en été pour de plus en plus d'usages. Dans une région, la vôtre, qui attire de plus en plus de monde, comment on fait? Alors on va éviter la tarte à la crème de la guerre de l'eau. Il n'y a pas de guerre de l'eau, mais il peut y avoir des conflits comme il y a eu lors de l'été 2022, mais finalement les structures de gouvernance ont fonctionné. On va voir ce qu'il va en être demain. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, et ils et elles sont nombreuses. Je ne sais plus s'il y a des femmes. Oui, il y a des femmes, pardon, parce que moi je m'y perds, hein. Avec 50 intervenants sur 2 jours, je ne sais plus tout. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Yves Tremblay, Julien Lecomte, Arnaud Vestier, Hervé Jourde, Evelyne Kourouchari, Jean-Claude Blanc, Anne Madziarski et Samy Bouarfa. Samy Bouarfa qui sera en retard, a priori. Merci d'être là. Installez-vous, j'arrive. Excusez-moi, je ne suis pas habitué avec le... Voilà, habituellement, j'ai plein de places, là, j'en ai pas. Yves Tremblay, vous êtes directeur de recherche à l'IRD. Julien Lecomte, vous êtes chargé d'intervention à l'agence de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse. Arnaud Vestier, où vous êtes là-bas. Directeur urbanisme, prospective et environnement à la Régie des eaux de Montpellier. Hervé Jourde, professeur des universités au laboratoire Hydrosciences de Montpellier. Evelyne Kourouchari, vous êtes là-bas, directrice développement, clientèle et distribution BRL Exploitation. Jean-Claude Blanc, vous êtes là, vous êtes le président de l'ASA de Gignac. Donc Samy Bouarfa, il arrivera tout à l'heure. Et Anne Madziarski, on vous connaît déjà. Vous étiez là hier, responsable du service autorité organisatrice de l'eau à la métropole de Montpellier. Pour cadrer le débat, il faut l'IRD. Et l'IRD est là, en la personne de Yves Tremblay. Vous avez la ZAPET, l'eau ici, en France, dans le monde, en conditions méditerranéennes. On vous écoute.
Oui, bonjour à tous. Merci pour cette table ronde et cette organisation pour parler de la gestion durable des ressources en eau. Alors moi j'interviens ici pour, comme souvent, à donner les mauvaises nouvelles. En l'occurrence, vous faire part de quelques résultats, ça va être très bref, issus notamment du dernier rapport du GIEC dédié à la Méditerranée, et aussi et surtout du rapport Explore 2, qui était un gros projet français visant à mettre à jour l'état des connaissances sur les impacts du changement climatique sur l'hydrologie en France. Alors normalement ça fonctionne. Juste pour un petit peu cadrer les choses, ces chiffres sont connus, mais je pense que c'est bien des fois de les marteler un petit peu. Pourquoi on dit que la Méditerranée, c'est un point chaud, un hotspot du changement climatique? C'est puisque les températures chez nous, dans nos régions méditerranéennes, se réchauffent à un rythme en général plus soutenu que le reste de la planète. C'est la figure en haut, je ne sais pas si on voit bien les figures sur les écrans. Et malheureusement, cette augmentation des températures qu'on observe depuis plusieurs décennies, en fait, elle est projetée encore à la hausse dans les différentes simulations climatiques et avec relativement peu d'incertitudes. Donc ça, c'était une première chose que je voulais montrer rapidement. Et ensuite, pour parler d'un aléa donc, qui impacte directement la gestion des ressources en eau, ce sont les sécheresses, donc les périodes de déficit hydrique plus ou moins longues et affectant des régions plus ou moins grandes. Et ici, j'ai indiqué donc, des cartes qu'on a produites dans ce fameux projet Explore 2, qui montrent les scénarios d'évolution des sécheresses à la fois météo, donc les déficits en eau, de précipitations, et les sécheresses du sol, donc la sécheresse qu'on appelle agronomique. Et en fait, déjà, alors il n'y a pas besoin de regarder les chiffres, ici, regardez juste les couleurs, il n'y a que du jaune ou du marron sur la carte. Déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun scénario qui indique une diminution des sécheresses en France. On est à la hausse partout, par contre, avec une différenciation assez importante entre les régions du nord de la France et du sud de la France. Alors, en hiver, on ne voit pas beaucoup de choses, vous voyez à peu près que du jaune sur la carte. Par contre, dès qu'on regarde en été, donc à la fois au niveau des sécheresses météo, déficit de précipitation, on a un signal à l'augmentation dans le sud de la France. Et encore pire, en bas à droite, au niveau des sécheresses du sol, on voit clairement une intensification majeure de ces épisodes partout en France. On parle d'une augmentation de x3 à x6 de la fréquence de ces épisodes. Donc c'est des impacts attendus majeurs, notamment tout ce qui a lieu à la gestion de l'eau durant cette période estivale. C'est-à-dire quoi, des canicules 3 à 6 fois plus fréquentes? Alors là, on parle de sécheresse, au niveau des déficits. C'est pas la même chose. Voilà, c'est tout à fait lié, bien entendu, les deux phénomènes. La transition est intéressante sur la diapo juste après. Voilà. Juste pour continuer là-dessus, sur cette sécheresse maintenant au niveau des cours d'eau. Donc l'intérêt du projet Explore 2, et c'est quelque chose d'assez inédit en Europe, il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance en Europe d'un projet qui travaille sur autant de cours d'eau. Là sur la carte, vous avez à peu près 1600 cours d'eau et au total, on a produit des scénarios pour à peu près 3200 rivières en France. Donc ça veut dire qu'à l'échelle locale, maintenant, on peut prendre ces résultats, se les accaparer quelque part, pour ensuite réfléchir ensemble sur les stratégies d'adaptation avec des scénarios très régionalisés et locaux. Et donc la diapo précédente montrait l'évolution probable des sécheresses. Maintenant, c'est les sécheresses du sol ou météorologiques. Et cette diapo montre l'évolution des sécheresses hydrologiques. Donc les débits d'étiage, les débits les plus bas dans l'année des cours d'eau. Et là encore, alors pareil, pas la peine de regarder les chiffres qui sont peut-être trop petits sur les écrans, mais on observe quand même que des couleurs indiquant une forte diminution des débits d'étiage des cours d'eau. Donc de manière assez cohérente avec ce qu'on a montré précédemment sur l'évolution des sécheresses du sol, on va assez mécaniquement aller vers des sécheresses hydrologiques beaucoup plus fortes. Et on parle quand même de moins 40 à moins 50% de débit disponible dans les cours d'eau, notamment sur la moitié sud de la France. Alors que dans les régions nord, vous voyez, les couleurs sont un petit peu moins denses, on va dire. Ça, c'est en été, c'est pas en moyenne annuelle. Alors ça, c'est en moyenne annuelle par contre. Ah oui, donc moins c'est 50%. Voilà, donc c'est d'autant plus important parce que là, on n'est pas que à l'été, on est vraiment sur toute l'année, sur bien sûr des chiffres plus pessimistes sur la saison estivale, mais globalement, à l'échelle annuelle aussi, on observe des diminutions. C'est-à-dire que la sécheresse estivale n'est pas compensée par l'augmentation des pluies en hiver, qui semble être aussi ce qui est en train de s'installer en France. Alors oui et non, il n'y a pas d'augmentation des pluies en hiver en Méditerranée, je pense que ça se saurait sinon. Par contre, effectivement, de la moitié nord, il y a un peu d'incertitude quand même, mais effectivement, dans la moitié nord de la France, on parle du bassin parisien, de l'Est, des régions PACA, Hauts-de-France plutôt. Là, effectivement, on a un signal plutôt tendanciel vers une augmentation des précipitations pendant la saison hivernale. Et pour terminer là-dessus, j'ai résumé ici les mécanismes à l'œuvre.
Vous voyez un gros point d'interrogation quand même sur la flèche de gauche en bleu. On est sur un scénario tendanciel vers une baisse des précipitations. Pourtant, c'est quelque chose de très incertain à la fois dans les données et dans les modèles. Alors, on a publié avec un collectif de chercheurs méditerranéens un papier dans Nature la semaine dernière, qui est sorti jeudi dernier, qui montre en fait qu'en Méditerranée, on n'observe pas sur le long terme une baisse des précipitations. Alors là, s'il y a des gens des PO dans la salle, vous allez me dire c'est quand même assez contradictoire comme message. En fait, il faut bien comprendre que l'occurrence des sécheresses est liée à deux phénomènes concomitants. D'une part, peut-être une baisse des précipitations et une augmentation de la fréquence du nombre de jours secs, mais aussi et surtout le principal mécanisme à l'œuvre dans l'augmentation des sécheresses, c'est la hausse des températures qui induit beaucoup plus d'évaporation, donc de perte en eau vers l'atmosphère. Et en fait, ce phénomène, on l'observe en Méditerranée, mais globalement à l'échelle de la planète. C'est quelque chose qui a été mis en avant dans le rapport du GIEC. C'est vraiment le principal mécanisme à l'œuvre dans l'augmentation de la sévérité des sécheresses. Donc il ne faut pas uniquement se focaliser sur le signal pluie, qui peut varier, qui est très fortement lié à la variabilité naturelle du climat, avec des périodes de 5 à 10 ans plus ou moins sèches ou humides, avec des alternances. Ce qui est difficile à modéliser, le signal pluie. Alors effectivement, c'est très difficile à modéliser, d'une part à cause des influences locales, on va dire, liées à la température, effectivement, un air plus chaud contient plus d'humidité, mais aussi et surtout à la composante dynamique de l'atmosphère, donc concrètement la circulation à l'échelle planétaire des masses d'eau atmosphérique. Et voilà, il y a une combinaison de deux phénomènes très difficiles à représenter dans nos modèles. Voilà. Et alors, je ne voulais pas faire long, mais la dernière diapo, normalement, voilà, vous montre, il y a un QR code qui permet d'accéder à tous ces résultats du projet Explore 2. Donc déjà les rapports que je montre ici, mais aussi et surtout les fiches stations, donc pour les 3000 et quelques cours d'eau que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc toute cette information est censée être disponible à tout à chacun. C'est un entrepôt tout à fait public de données DataGouv. Et voilà, l'idée maintenant, c'est que ces données soient utilisées et accaparées à l'échelle des territoires, quelque part, pour être mieux informés sur les scénarios les plus plausibles. Les questions toutes bêtes, le cycle de l'eau qu'on apprend à l'école, plus de chaleur, plus d'évapotranspiration, donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça doit retomber un moment ou un autre. Donc il doit y avoir plus de pluie un moment ou un autre quelque part. Alors effectivement, mais pas partout. Et ça, c'est une nuance importante à apporter. Justement, en lien avec ce que j'ai expliqué juste avant, les liens avec la dynamique de l'atmosphère, il y a des régions qui vont être favorisées, notamment plutôt les latitudes élevées, donc l'Europe centrale, par exemple l'Europe du Nord, où là, effectivement, en Angleterre aussi, il pleuvait déjà beaucoup, mais ça va aller de pire en pire. Et il y a des régions qui vont être de plus en plus arrosées, et d'autres régions, comme malheureusement chez nous en Méditerranée, qui vont avoir un déficit de pluie, c'est-à-dire que l'eau qui va s'évaporer chez nous ne va pas retomber ici dans les alentours, dans les régions environnantes, mais plutôt dans des latitudes plus au nord. C'est bien de le préciser, on a l'impression que quand il fait chaud, il pleut forcément là où il fait chaud, que le nuage va nous retomber sur la tête à l'endroit où on est. Mais non, c'est pas ça du tout, il y a une circulation atmosphérique. Alors ça marche bien en Amazonie, au Congo. En zone tropicale. Et même là, vous voyez, au maximum, on atteint 30 à 40% de ce qu'on appelle du recyclage local des précipitations. Chez nous, on dépasse rarement les 5 à 15%. Bon, essayez de nous donner un tantinet d'espoir. Vous, en tant que chercheur, quand vous voyez ça, par rapport à votre bloc diagramme à la fin, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse, pour retenir l'eau, ou faire en sorte qu'il pleut, j'en sais rien. Qu'est-ce que l'IRD peut nous dire pour nous faire espérer on a un avenir moins sec, plus facile à gérer? C'est pas que l'IRD qui vous dit ça, mais il faut avoir en tête qu'il y a deux leviers d'action extrêmement importants. Le premier, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'atténuation, réduire nos émissions. On voit très clairement, et ça on l'a mis en évidence, alors dans le Export 2, je me suis intéressé, j'étais responsable du rapport sur les extrêmes. Et ce que j'ai indiqué, c'est qu'on voit clairement un signal de gravité de ces épisodes extrêmes, donc là je parle aussi des crues plus intenses et des sécheresses, en lien avec le niveau de réchauffement. Concrètement, si on limite le réchauffement, on va limiter l'impact de ces phénomènes. Ça, c'est absolument connu. Et le deuxième volet, c'est l'adaptation, ce que j'ai mentionné au départ, au niveau des territoires. Face à ces scénarios, on peut avoir des scénarios quantifiés, bien qu'il faut faire attention à ces chiffres, on ne peut pas dire avec précision, en 2065, il y aura moins 15% de pluie. Voilà, c'est quand même, si quelqu'un savait prévoir l'avenir, ça se saurait. Mais en tout cas, on peut donner des tendanciels, et ces tendanciels peuvent servir à l'adaptation au niveau local pour les cultures, les pratiques de gestion de l'eau, etc. D'accord, donc le Montpellier ne va pas devenir un désert, hein? Pas tout de suite. Ah, c'est pas tout de suite.
On parle quand même de modifications drastiques de notre environnement. On parle par exemple d'une modification des paysages vers des paysages de steppe par exemple. Alors pas en 2030, mais plutôt à l'horizon 2050 et au-delà. Mais oui, il faut se préparer à des modifications quand même assez drastiques. Et je rappelle qu'en France, on table maintenant sur un scénario d'évolution des températures à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, oui. Plus 4 degrés, on a à peine atteint les 1,5 degré depuis les dernières décennies. Donc ça donne une image des bouleversements à venir en lien avec cette augmentation des températures. Ça veut dire qu'ici, Montpellier se sahélise, qu'en 2100, ça ressemblera au Sahel ? Le Sahel, ça reste encore bien au sud, mais disons, devient assez maghrébin quelque part dans les conditions, okay. Avec une remontée vers le nord du climat qu'on observe actuellement plutôt dans le sud de l'Espagne, le nord du Maroc, de l'Algérie. Et ben voilà, comme ça c'est clair. Merci, ça va ? Est-ce que quelqu'un a envie d'évacuer son anxiété ? Je lui passe le micro, il peut poser une question tout de suite. Non, donc ça va. Ça va. Julien Lecomte, et qu'est-ce que l'Agence de l'eau fait avec tout ça ? Un des moyens de s'adapter, c'est mettre en place des PTGE, dont vous avez fait une sorte d'audit, c'est ça, à l'échelle des territoires, de ce territoire. Dites-nous déjà en 2 mots ce qu'est un PTGE. Vous savez tous ce qu'est un PTGE, bien sûr. Voilà. Il y a des gens honnêtes dans la salle, il y en a 2. On vous écoute. Bonjour à tous. Ouais. Alors, je vais quand même essayer d'éviter tous ces acronymes barbares. Tant que vous les définissez, ça va. Allez. L'idée, c'est de vous parler de ce qu'a proposé l'État. Non pas pour gérer la crise, parce que la gestion de crise, c'est quand on a vraiment, on se dirige vers des problèmes d'arbitrage entre usages. C'est pour essayer justement de travailler sur le long terme, donc plutôt l'adaptation de notre côté. Alors, très rapidement, mais vous nous avez beaucoup vu, je pense déjà, mais quelques points c'est bien de répéter. Que je répète à propos de l'Agence de l'eau. Attendez, je vais poser une question. Qui connaît l'histoire des agences de l'eau ? Qui peut me définir ce qu'est une agence de l'eau ? Là, tout de suite, en 2 phrases. Vous voyez ? J'y vais alors, avec plaisir. Donc on est des établissements publics de l'État sous tutelle du ministère de l'Environnement qui avons été mis en place depuis 1964, la loi sur l'eau. Donc le principe général, c'est une gestion par grand bassin versant que vous voyez ici sur la carte. En 3 mots, on a une mission qui est de rétablir et de préserver le bon état des eaux superficielles, souterraines et côtières. On a pour ça un système économique dédié, donc le principe de percevoir des redevances auprès des préleveurs et des pollueurs de la ressource en eau, et de transformer cette ressource financière en aide pour agir sur le bon état des milieux. Tout ça, ça se fait dans un cadre concerté, qui est celui des comités de bassin. C'est des parlements de l'eau qui décident des orientations et des règles de notre intervention. Alors, un truc qu'il faut comprendre là, on a une carte, on a des cartes du grand bassin du Rhône et des fleuves côtiers méditerranéens. Il y a une des dimensions du bon état des masses d'eau dans notre région qui est le fait qu'on a des problèmes de quantité d'eau. Donc si on n'a pas assez de quantité d'eau, on n'arrive pas à atteindre le bon état. Donc c'est ce que montrent ces cartes qui sont issues de nos documents de planification, les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Merci. Et ça fait un certain temps que les problématiques sont identifiées. Là, on le voit à gauche, aussi loin que j'ai pu remonter dans le cadre de cette conférence. Là, on voit que les territoires sont visés à partir de 1996 et que ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et on voit aussi que tous les territoires marrons sont des territoires où il est nécessaire de mettre en œuvre des actions pour résorber des déficits quantitatifs et atteindre le bon état. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait ce constat-là, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, des dispositifs un peu comptables, mais qui... alors, la première chose, c'est avant les années 2010, on a mis en œuvre des études qui nous ont permis d'estimer à quel point on avait du déficit en étiage. Donc on a regardé le besoin des milieux et des rivières, par exemple, à l'été, pour que la vie aquatique soit maintenue et préservée. Et puis on a regardé à quel point on prélevait trop à ce moment-là.
Donc ça nous a conduit à calculer des déficits. Alors je précise là tout de suite que voilà, une rivière, il ne faut pas imaginer que c'est un canal ou un tuyau dont on sait parfaitement ce qui rentre et ce qui sort. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Mais voilà, ces chiffres-là sont restés notre boussole depuis au moins les années 2010. J'arrive pas à me représenter 80 millions de mètres cubes, ça paraît beaucoup comme ça. Est-ce que ça l'est vraiment? Alors, merci pour cette question. Il faut en effet le comparer aux prélèvements qui sont connus à l'heure actuelle sur le bassin dont on parle là. Qui sont connus et comptés, donc c'est vraiment des estimations. Hein. Mais on voit bien que là, par exemple, 84 millions de mètres cubes, c'est à comparer aux 350 ou 400 millions de mètres cubes qui sont connus en termes de prélèvement de l'agriculture. Et il se trouve que justement, le besoin en eau de l'agriculture, il est précisément pendant la période estivale. Donc c'est un gros effort qui est demandé. 84 sur 450, c'est ça ? Oui, 400, autour de 400 millions pour l'agriculture, autour de 200 millions pour l'eau potable. D'accord, 600 millions, 80 sur 600. Oui, quand même, ça fait 15%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'était à l'époque sans compter sur les effets du changement climatique, mais on y reviendra. Bon là, j'ai pas le moral. Hein. Alors si, parce que justement, et là il faut vraiment saluer les efforts qui ont été faits par les syndicats de bassins versants. Donc je vous ai parlé du grand bassin tout à l'heure, mais on a aussi à l'échelle du bassin versant, ici du Lèze. Des sous-bassins, appelons-les comme ça. Voilà. Pour chaque rivière, on a une entité, donc qui a un établissement public et qui anime vraiment ces démarches depuis très longtemps. Voilà. Donc il faut les saluer parce que c'est grâce à eux que on a encore de l'eau qui coule. Oui, tout à fait. Ouais. Donc par rapport à ce déficit, le principe ça a été de mettre en place des actions à la hauteur en fait de ce déficit et on était supposé à l'issue de ces programmes d'action avoir résorbé nos déficits. Donc c'est des plans qui ont été largement concertés, qui mobilisent beaucoup de maîtres d'ouvrage différents et puis qui ont aussi été approuvés par les préfets. Donc ça, c'était dans les années, disons 2017 à 2019 pour chez nous. Et voilà, ça va faire 6 ans que ces plans d'action sont en place et on arrive un peu à l'heure du bilan en ce moment. Le bilan des PTGE. Vous n'avez pas défini ce que c'est qu'un PTGE, si ? On y revient ici. Oui, alors non, c'est vrai. Vous avez tous envie de savoir. Vous voyez ? Donc c'est un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Donc c'est vraiment ce que j'expliquais à l'instant, c'est-à-dire qu'on fait ce constat du déficit, on met en place un certain nombre d'actions qui peuvent être des programmes de travaux d'économie sur les réseaux, de substitution. Ce qu'on appelle la substitution, c'est remplacer un usage sur une ressource qui est déficitaire par un apport d'eau qui est plus sûr. Et puis beaucoup d'animation, etc. Donc c'est ça, un programme d'action qui dure 6 ans et qui arrive à son échéance en ce moment. Et donc 6 ans après, bilan, vous êtes content ? Alors, bah oui, plutôt, dans le sens où vous avez ici quelques petits chiffres qui, nous, du point de vue des financeurs, nous permettent de dire que nos partenaires dans les territoires ont fait vraiment beaucoup de choses. On a financé 200 opérations de travaux par an depuis 2013, presque, je dirais à la louche, 1 milliard d'euros d'investissement, que ce soit en connaissances ou en travaux, dont 280 millions d'euros d'aide de l'Agence de l'eau. Le petit graphique qu'on voit en dessous, ça, c'est de l'argent payé par chacun sur sa facture. Hein. C'est cette fameuse redevance qui est effectivement en bonne partie issue de la facture d'eau domestique, mais aussi de l'industrie, du monde agricole. Nous contribuons tous, mesdames, messieurs, sans le savoir. Maintenant, vous le savez. Donc vous êtes heureux. Vous pouvez regarder vos factures. Hein. Vous regardez vos factures. Tiens, je vous posais la même question qu'hier. Qui connaît le prix de son eau ? Qui sait à combien il paye son eau au mètre cube ? Ouais, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Hein. Allez-y. En termes de résultats, c'est le petit graphique qui est en dessous, là. Nous, les travaux qu'on a pu financer à nos partenaires, on a visé un certain volume d'économie d'eau. Donc si on cumule tout ça, ça fait 200 millions de mètres cubes par an qu'on aurait pu économiser. La courbe se tasse, on dirait, là. Avec un tassement, ouais. C'est vrai que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que
entre guillemets de plus en plus dur d'aller chercher des économies, soit parce qu'il faut aller chercher des nouvelles personnes, soit parce qu'il faut aller chercher des personnes qui ont un peu moins d'argent pour investir, ou pour tout un tas de raisons, quoi. Mais la vraie question qui se pose, et à laquelle je ne suis pas capable de répondre tout à fait aujourd'hui, c'est quel a été l'effet de ces investissements-là sur le prélèvement vraiment mesuré? Est-ce que quand on a investi cet argent, qu'on a visé 200 millions d'économies d'eau, est-ce que pour de vrai, le prélèvement dans le milieu s'est réduit? Et puis surtout, est-ce qu'il a bien été rendu au milieu? Je ne vous pose pas la question, vous n'avez pas la réponse. J'ai quelques éléments. Eh bien, allez-y. C'est toujours à notre niveau, donc à un niveau très très macro. Ce qu'on voit ici, c'est tout en haut, là, c'est l'évolution des prélèvements pour l'eau potable, pour l'alimentation en eau potable. Donc là, on voit que malgré la croissance démographique dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui est intense, on a maintenu les volumes prélevés pour l'eau potable, voire une légère décroissance, hein. Le deuxième graphique en dessous, c'est l'ensemble des prélèvements dans le milieu pour l'agriculture. Donc, ce qu'on voit bien, et puis ça représente, je pense, le début de notre courbe qui partait sur les chapeaux de roue, hein, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur l'efficience, ce qu'on appelle l'efficience des réseaux. Et puis, on a un petit tassement. Et puis le troisième graphique dessous, c'est ce qui représente... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette distinction entre l'eau prélevée et l'eau consommée, mais en agriculture, on va prélever de l'eau dans un milieu. 9% des prélèvements, l'agriculture. Peut-être à l'échelle nationale. Ouais. Ouais. Et donc, il y en a. Cette eau, elle va en partie retourner dans le milieu, mais assez faiblement, et elle va être consommée en fait. La différence, c'est la consommation, c'est ça. Donc ce qu'on voit sur le graphique d'en bas, c'est la même chose, c'est qu'en termes de consommation, on a pu maintenir, avec beaucoup d'efforts aussi de la part de la profession agricole, hein, qui a amélioré sa manière d'irriguer, qui a amélioré ses pratiques culturales, mais on est au mieux dans une situation de maintien des volumes, quoi. Alors, bon, en termes de conclusion, du coup, tout ça nous dit que c'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de l'objectif qu'on s'était fixé, qu'il faut continuer à aller chercher des économies d'eau, mais il faut aussi s'assurer qu'elles reviennent au milieu, derrière, clairement. Sans quoi on va continuer à augmenter le prélèvement dans un contexte où la ressource diminue. Donc on va creuser le déficit. Donc alors, sur certains territoires, les choses se sont beaucoup améliorées, sur d'autres c'est plus compliqué. Donc il y a vraiment un truc on ne peut pas faire de généralité. Par contre, il y a des territoires où on sait qu'on va être aujourd'hui dans une situation d'arbitrage, quoi. Il va falloir savoir si, pour maintenir nos usages et la vie dans nos milieux aquatiques, est-ce qu'il faut amener de l'eau d'ailleurs, et est-ce qu'on peut amener de l'eau d'ailleurs? Pensez auquel? Pyrénées-Orientales? Par exemple, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut la stocker? Est-ce qu'on peut... Bon, voilà. Et puis, on sait aussi qu'il va falloir probablement s'adapter, y compris dans nos usages de l'eau. Donc, prendre conscience de la nécessité de consommer moins et voire transformer aussi nos systèmes, hein, que ce soit dans notre consommation domestique ou agricole. Donc pour ça, un panel de solutions, mais ça, je vous invite à aller sur notre stand peut-être de l'agence pour en parler. Moi, ce que je peux dire en 2 mots, c'est que donc continuer à travailler sur la sobriété des usages, bien sûr, et renforcer même cette ambition-là. Travailler sur des solutions technologiques aussi, on en aura besoin, hein, des solutions de réutilisation, des solutions d'optimisation des pompages, etc. Mais aussi aller chercher de la transformation dans les usages, et puis une dimension qui est vraiment assez nouvelle pour nous et qu'on souhaite renforcer, c'est de travailler sur les sols. Donc, parce que l'eau qui tombe du ciel, elle n'est jamais mieux stockée que dans le sol, et elle ne sert jamais mieux à l'agriculture que dans le sol, quoi. Et oui, 60% des eaux de surface se trouvent dans le sol, mesdames, messieurs, 40% dans les lacs, les rivières, les étangs. Donc oui, si on fait gaffe au sol, on fait gaffe à l'eau. Les agences de l'eau et des sols, c'est ça que vous allez devenir dans quelques années, moi je vous le dis. C'est le fruit du travail avec l'agriculture, clairement. C'est des partenaires absolument indispensables. Vous allez voir tout à l'heure aussi de la désimperméabilisation en ville. Donc c'est vraiment un travail commun. Et une mobilisation commune, donc c'est vraiment un grand appel
à venir nous voir, nous et nos partenaires, les autres partenaires financiers d'ailleurs. Mobilisation également à la Régie des eaux de Montpellier, Arnaud Vestier. Vous avez le micro en face de vous. Les choses se passent comment au niveau de Montpellier? Vous exploitez quelles ressources d'ailleurs? Oui, alors je vais essayer, moi, après les présentations... Faites-nous rêver maintenant. Alors, rêver, je sais pas, mais Si. je vais essayer de zoomer un peu parce qu'on va passer de la Méditerranée, puis ensuite du bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse à notre petit territoire métropolitain. Et donc je vais vous présenter voilà, les ressources majeures exploitées par la Régie des eaux. Pour rester dans le thème, de la conférence, on parlera un peu des partages et des interconnexions. Et je ferai une petite digression sur les ressources non conventionnelles. Voilà, donc rapidement... la ville de Montpellier et puis plus tard une grande partie de la métropole de Montpellier et notamment les 14 communes sur lesquelles intervient la Régie des eaux sont alimentées par la source du Lez, donc la source du Lez depuis le 19e siècle. C'est une ressource qui est souterraine, c'est la ressource principale historique de Montpellier qui en a acquis la pleine propriété il n'y a pas si longtemps, en 1952. C'est un karst, hein? C'est un karst, c'est ça? Oui, pardon, c'est un karst. J'y reviendrai calcaire. après dans ses caractéristiques. Effectivement, ça a une certaine importance dans notre manière d'exploiter les choses. Et puis on a le Rhône à travers l'eau prélevée à Aramon qui arrive par le canal Philippe Lamour, voilà, jusqu'aux portes de Montpellier sur la commune de Moguio. Donc on est sur une ressource complètement différente, hein, superficielle et qui nous sert. On va voir comment à la fois de ressources d'appoint et de secours. Alors justement, je commence par l'eau du Rhône. Alors j'ai illustré un peu avec à gauche, vous voyez une photo aérienne de la vasque, l'exutoire de ce fameux karst. Donc là, on voit qu'il est un petit peu à sec. Et bon voilà. Et quand il commence à baisser de manière importante et qu'on risque d'atteindre les limites réglementaires, qui ne sont pas des limites techniques, mais qui sont des limites réglementaires qui nous sont imposées par la DUP, on bascule une partie de la production sur l'eau du Rhône, sur l'eau de BRL. Et on voit ici, là, sur le graphique, alors c'est depuis 1987, il y a eu quelques changements dans les modes de production, mais ça permet de donner une certaine photographie. Ce qu'on voit depuis 1987, finalement, c'est... Il y a trois choses qu'on peut analyser. Quand on fait la moyenne, on est sur à peu près 650 000 mètres cubes par an. Ça fait moins de 2% de notre besoin d'exor. Donc c'est peu. On constate que c'est très variable. Donc ça va être lié notamment à la pluviométrie. On rejoint aussi potentiellement les problématiques de changement climatique. Et on va de 0 à 3 millions de mètres cubes à peu près. Et puis la dernière chose qu'on peut noter aussi, c'est malgré cette variabilité et ce faible pourcentage d'utilisation, c'est quand même une ressource dont on a besoin presque tous les ans. Ouais, on va dire, on est sur 18 années sur 20 à peu près, je crois, si j'avais fait les calculs. Alors ça, c'est notamment lié à cette limite réglementaire qui nous impose effectivement, à partir d'une certaine cote de rabattement dans l'aquifère, de ralentir les prélèvements. Alors, évidemment, ça tombe sur moi. Si vous appuyez plus fort, voilà, vous voyez? C'est les piles, mes collègues ont usé les piles. Alors, ce que je voulais noter effectivement sur les caractéristiques de cette ressource souterraine, hein, c'est que c'est un karst avec une capacité de recharge qui parfois nous subjugue, même après 25 ans de métier. Donc vous voyez une courbe là assez classique en haut à gauche de rabattement, c'est le niveau dans la nappe. Hein. Puis on voit ce niveau qui baisse. En bas, vous avez les précipitations, c'est l'année 2023. Et vous voyez que quand il y a des précipitations, même quand elles ne sont pas forcément très importantes, eh bien le niveau remonte. Donc ça varie un peu au milieu de l'année. L'année 2023 est un peu particulière. Puis vous avez le premier abattement important qui se produit là à peu près vers la droite du graphique. C'est l'étiage classique, hein. Il y aura très peu de précipitations au cours de l'été, ça c'est une caractéristique de notre climat local. Et on a une descente, et puis quand notre niveau atteint une cote, alors c'est la cote de précaution, chez nous c'est 45 mètres, hein, ça veut dire qu'il nous reste 10 mètres d'autorisation.
eh ben, on va enclencher effectivement, on va basculer une partie de nos prélèvements vers la ressource de BRL. Et on voit que là, cette année-là, il y a donc 1 an et demi, on est le 16 août. On a dit on remet en service notre fil de traitement sur BRL à hauteur de 220 litres seconde. Donc c'est 220 litres par seconde en moins qu'on ne prélève plus sur le karst du Lez. Et on voit que l'effet est assez immédiat. C'est qu'on stabilise la courbe de rabattement. On remonte même un petit peu. Le problème, c'est qu'effectivement, vers le début septembre, vers le 10 septembre, on a à nouveau une baisse de rabattement. Alors là, elle est liée à une augmentation des prélèvements due aux augmentations de consommation, puisqu'on a les Montpelliérains qui reviennent de vacances et qui sont appuyés par la cohorte d'étudiants qui reprennent, qui viennent souvent de territoires extérieurs et donc qui reprennent leur marque dans leur logement. Et voilà, du coup, on est obligé d'augmenter les prélèvements sur BRL. Là, vous voyez qu'on prend 30 litres par seconde de plus. Et ce que je veux montrer à travers cette diapositive, donc, c'est ces capacités de recharge. Vous voyez des images radar en bas à gauche de la pluie des 15 et 16 septembre, voilà, donc avec un cumul de 87 mm sur le bassin d'alimentation. Le bassin d'alimentation, il est plus ou moins matérialisé. C'est assez faux par le patatoïde, mais bon, ça englobe les bassins d'alimentation des pertes principales. Voilà. Et vous avez l'air surpris par le taux la rapidité du remplissage du karst. Toujours, on le voit donc sur le graphique à droite, où sur 87 mm nous permet en 4 jours de remonter de 17 mètres le niveau de la nappe. Donc c'est une surprise qui n'en est pas une, vous êtes habitué à ça, mais ça vous étonne à chaque fois. Mais c'est toujours quand même un peu surprenant. Mais c'est effectivement à chaque fois, et ce n'est pas la remontée la plus spectaculaire, on en a d'autres bien plus importantes, mais sur des précipitations conséquentes, avec des épisodes Cévenol importants, comme en 2014 par exemple. Voilà. Mais pour le coup, la ressource Lez se modélise facilement. Oui, avec cette faible inertie. Alors, elle a été modélisée, en tout cas, effectivement, notamment avec un programme de recherche important qui a eu lieu entre 2009 et 2013, avec plusieurs modèles qui ont été testés, mais notamment le modèle hydrogéologique de tempo du BRGM. C'était une étude importante à laquelle a participé Hervé. On y vient. Ici présent, là, voilà, il y a d'autres modèles qui sont utilisés. Les simulations sont d'ailleurs en ce moment refaites pour intégrer les derniers résultats du GIEC. Puis il y a aussi une thèse qui est en préparation, enfin qui est en cours avec. Voilà, qu'on parle peut-être après. Voilà. Mais la jonction entre le Lez et le Rhône se fait tout de suite? Ou parfois vous avez eu peur en vous disant merde, il n'y a pas assez d'eau dans le Rhône, ça n'arrive pas assez vite? Ah non, alors là, on demandera aux représentants de BRL de nous rassurer là-dessus. Mais non, alors après. Pour donner aussi une idée, mais Evelyne le précisera, grosso modo, les prélèvements de BRL sur le Rhône, c'est 17 à 20 mètres cubes seconde, c'est l'ordre de grandeur, je pense, et là, on parle de 0,2 mètres cubes seconde. Et notre capacité maximale sur BRL, on est à peut-être même pas 1 mètre cube seconde, à 900 litres. Voilà. Pour donner les ordres de grandeur, ils sont toujours importants. Voilà, donc, pour rassurer un peu. C'est l'état du karst. Donc voilà, je vous ai représenté sur ce petit graphique les 3 années, 2023, 2024 et puis 2025 qui démarrent. Donc 2025 est en rouge. 2023, c'est la courbe que vous aviez avant qui est en bleu clair, et 24, c'est en bleu foncé. Alors, ce qui est important de noter... Ce type de graphique nous permet à partir d'un indicateur piézométrique standardisé qui a été calculé, de situer dans l'historique le niveau présent du karst. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc on voit que la courbe de 2023, par exemple, elle est souvent dans les couleurs chaudes. Ça veut dire que souvent, on était dans des déficits, effectivement, piézométriques au niveau de la nappe. On voit qu'en bleu foncé, on est quand même... beaucoup plus dans des couleurs chaudes et même dans des couleurs froides, et même excédentaires. Et sur 2025, donc on commence effectivement l'année, la courbe. Alors on commence mal la courbe 2025 avec une piézométrie qui est pas très bonne jusqu'à peu près mi-janvier. Puis à partir de mi-janvier, là,
les Montpelliérains, je pense qu'il y en a quand même beaucoup dans la salle, ont compris, et notamment en février, qu'on a eu beaucoup de pluie et ça continue. On en annonce demain d'ailleurs, je vous signale. Et voilà, donc sur le mois de février par exemple, on a les derniers résultats, on est à 350% de la normale en termes de précipitation. Bon, ça traduit juste la forte variabilité. Vous êtes un homme heureux là. Oui, on est des hommes heureux parce que je suis pas tout seul à la régie, effectivement. Alors c'était voilà. Donc ça n'augure pas forcément. On le voit d'ailleurs sur ces courbes qu'on n'aura pas besoin de BRL à un moment de l'année. On n'est pas à l'abri d'un printemps qui soit sec et qui nous permette pas de faire la jonction avec les pluies d'automne ou des pluies d'automne. C'est de plus en plus souvent le cas d'ailleurs, qui sont un peu décalées, qui arrivent plus tardivement, et c'est aussi un souci. Un petit mot sur le partage et l'interconnexion, parce que c'est un peu aussi le thème de cette table ronde. Pour dire deux choses finalement, c'est que la ressource, on la partage. On partage la ressource du Lez, du karst du Lez, avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, territoire sur lequel est située la source, et par des conventions, effectivement, on leur retourne 2 millions à peu près de mètres cubes par an pour leurs besoins en eau potable. Nous sommes une de leurs ressources principales, mais il faut considérer que c'est une ressource qui est complètement partagée entre les deux établissements. C'est une interconnexion permanente ou en cas d'urgence ou en cas de baisse du débit chez eux? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Sur cette interconnexion ou sur ce partage spécifique, c'est une alimentation permanente qui leur permet d'alimenter 2 unités de distribution, de Saint-Gély à peu près à Saint-Mathieu, pour ceux qui connaissent le secteur. Et puis après, on a également un partage. Alors, j'aime pas, le mot partage est moins adapté, mais il donne quand même un peu l'idée de ce qui sera le plus souvent le cas, je pense, c'est le partage aussi de la ressource BRL, parce que la ressource BRL, elle n'est pas infinie de par ses prélèvements sur le Rhône et des capacités techniques de toute façon des installations. Et cette ressource Rhône, par différents contrats, est également partagée. Donc nous avons des achats directs à BRL, on en a parlé avant, mais on achète aussi de l'eau à Pays de l'Or Agglomération, l'eau qui est produite à partir du canal également Philippe Lamour, et ainsi de suite sur plusieurs effectivement communes et services que nous avons. Vous voyez les différentes flèches qui montrent les interconnexions et partage des ressources. Puis bon, dernière petite slide pour... La Réhute, on en a parlé hier. Ouais, voilà, donc je m'attarderai pas plus dessus, mais c'est pour simplement expliquer qu'on a aussi des démarches exploratoires sur ce sujet de la réutilisation des eaux usées traitées, dont l'utilisation pourrait venir en substitution, effectivement, de prélèvements destinés à l'eau potable. Donc on a 5 projets en cours. Sur Murviel, avec peut-être Samy en parlera, sur Saint-Drézery, sur le Life Riwa, mais je vous invite à aller visiter le camion qui est dehors pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Nous avons dans le projet de construction de la nouvelle station d'épuration Maera, effectivement 150 mètres cubes par heure qui seront destinés à être produites. Et enfin aussi sur une petite station d'épuration au nord du territoire, sur Montaut, on envisage effectivement de la Réhute. Merci, vous l'avez bien dit, c'est en substitution d'un autre volume, c'est pas un volume supplémentaire. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a beaucoup insisté là-dessus hier. Voilà, on ne crée pas de l'eau. On prend une ressource à la place de non, puisqu'effectivement, cette eau, à part sur Maera, quand on la prend, elle ne contribue plus au soutien d'étiage. Oui, Maera, c'est la grande station d'épuration qui se rejette en mer. Donc là, effectivement, la problématique est un peu différente, où la ressource est abondante et ne vient pas nuire effectivement au bon état des milieux. Pour des océanographes littoraux, spécialistes des petits fonds littoraux, vous direz que... Bon, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Hervé Jourde, merci beaucoup. Vous aviez fini ? Tout à fait. Merci. Hervé Jourde, vous avez étudié, vous dirigez une thèse qui porte sur l'évolution du climat, l'hydrologie au sein du Lez, avec votre thésarde est-elle ici d'ailleurs dans la salle ? Oui, bien sûr.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Hervé Jourde, hydrogéologue, donc qui s'intéresse tout à fait au karst et qui co-dirige avec mon collègue Yves Tremblay à ma gauche une thèse qui est portée donc par Enola, qui est au premier rang. C'est donc vous. Enola qui était au premier rang. Alors, donc cette thèse, je vais vous présenter globalement un petit peu la problématique. Donc on est sur la durabilité de la ressource en eau souterraine. On est au nord et au sud de la Méditerranée avec un terrain d'étude dont on vient de parler, qui est la source du Lez avec la métropole de Montpellier, donc pour la France, et la source Aïn Serdoun à Beni Mellal au Maroc, où on est sur une ressource en eau comparable d'un point de vue des débits moyens, et également avec une problématique au niveau des métropoles qui sont de taille comparable. On est sur des métropoles de l'ordre de 250, 300 000 à 500 000 habitants pour Montpellier, si on prend dans sa globalité. Donc, si on a parlé déjà pas mal du karst, donc le karst, voilà, j'ai le collègue, la casquette professeur à l'université, donc décrire rapidement à quoi correspond le karst. Donc vous avez une petite photo en haut qui vous montre un petit peu l'altération qu'on va avoir dans les roches calcaires, carbonatées, et qui va générer des vides qui vont être donc là sur la partie superficielle remplis d'un sol plus ou moins fertile d'ailleurs, et au gré de la dissolution, puisque c'est une attaque acide des calcaires, on va voir la création donc de chenaux karstiques, de conduits karstiques, de grottes dans lesquelles je suis sûr que la plupart d'entre vous ont eu l'occasion d'aller se promener, et avec toute on va dire une complexité d'interaction entre finalement ces conduits karstiques, la roche environnante, les fractures, etc. Et le karst est important en Méditerranée, puisque sur le pourtour méditerranéen, il y a plus de 50% de la ressource en eau utilisée qui provient du karst. Donc on est vraiment sur des problématiques intéressantes. Le contexte méditerranéen également voit une surexploitation des eaux de surface, et du coup, fort logiquement, donc sur Montpellier, on a choisi un mix, comme nous l'a rappelé Arnaud précédemment, mais sur pas mal de régions, on va s'orienter vers cette ressource en eau souterraine. Donc l'objectif de la thèse, ça va être de caractériser, de modéliser le fonctionnement hydrogéologique des deux hydrosystèmes karstiques dont on vient de parler, et surtout d'apprécier l'impact du changement climatique et bien évidemment des pressions anthropiques, puisqu'il y a de plus en plus de populations qui s'intéressent à cette ressource, sur ces deux hydrosystèmes qui vont être pris pour exemple. Donc le contexte d'un point de vue climatique, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà présenté Yves, mais on est sur une augmentation de la température donc, de 1,5 degré donc, sur la période historique. Sur je dirais, le futur, on part vers une hausse de température. Donc j'avais plus 3 degrés, mais sur la Méditerranée, on est à plus 4 degrés, comme nous le rappelait Yves, avec du coup cette évolution des températures qui va avoir un impact extrêmement important sur la reprise par évaporation, par évapotranspiration de l'eau du sol. Et donc, c'est vrai que c'est pas grave, on va passer un petit peu plus rapidement. Donc là, j'ai un petit zoom sur le bassin au Maroc. le bassin de l'Oumerbia, qui est un grand bassin avec en amont ses sources karstiques également. Et là, on a regardé un petit peu, donc depuis 97, quel était le régime des précipitations, et on note qu'il n'y a pas de modification notable de ces précipitations. Par contre, une augmentation de la température de 1,5 degré sur cette période. Donc forcément, une augmentation de la demande évaporatoire. Et si on regarde les chroniques de précipitations sur les dernières années, on voit qu'on a eu une succession d'années consécutives avec des précipitations relativement faibles, ce qui peut nous interroger d'un point de vue de la recharge, on en a parlé un petit peu précédemment, la recharge de ces aquifères karstiques. Pourquoi être allé là-bas, Monsieur Jourde? Parce que, comme le disait Monsieur Tremblay, c'est le climat de demain à Montpellier. Donc vous avez trouvé un laboratoire à ciel ouvert?
Alors, on a trouvé un laboratoire à ciel ouvert. On a également la chance d'avoir des partenaires avec qui on travaille sur place et qui assurent des suivis un petit peu, on va dire, de façon semblable à ce qui est réalisé sur la source de Montpellier. Puisque pour travailler sur ce type de projection, mettre en place des modèles, ce dont je vais parler juste après, on a besoin de chroniques longues. Chroniques longues pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, de façon à être en mesure de reproduire, de prédire au mieux ce qu'il risque de se passer dans le futur. Donc là, c'est un petit zoom sur une période plus courte. C'est depuis 2008. On est sur la source du Lez, avec donc le bassin du Lez, le bassin hydrogéologique du Lez que vous avez donc sur la partie gauche de l'écran, et avec donc les précipitations. Donc on observe de la même façon on va dire une relative stabilité des précipitations donc sur la période 97-2023. Une augmentation de la température qui, elle, n'est pas négligeable non plus. On est à plus 1,3 degré, ce qui va également générer une augmentation de la demande évaporatoire. Et si on zoome donc sur les 15 dernières années à peu près, on voit qu'on a ce déficit pluviométrique donc jusqu'à l'année hydrologique, on va dire 2023-2024, pardon. Et on voit dessous les débits qui forcément vont diminuer en réponse à cette baisse de précipitation et à cette baisse de recharge au niveau de l'aquifère qui, même s'il se recharge très bien, forcément, s'il y a moins d'eau, on a un déficit au niveau des débits d'écoulement à la source. Donc ça, ce sont des projections climatiques qui avaient été réalisées sur le bassin hydrogéologique de la source du Lez. Et si on regarde ce que nous disent les modèles, donc là c'est sur on va dire les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5, c'est que on va avoir des augmentations de température, notamment sur la période de janvier à juillet. Autrement dit, au printemps, là où la demande évaporatoire est la plus importante, là où il y a le plus de transpiration au niveau des plantes. Donc forcément, on peut imaginer qu'il va y avoir un impact vis-à-vis de la recharge, donc de la part de la lame d'eau précipitée qui va pouvoir rejoindre l'aquifère. Alors, un petit point avant de conclure et de parler de la modélisation. Ici, vous avez un petit schéma du karst, très schématique, je vous l'accorde, où on voit des conduits. Et lorsqu'on a des précipitations, qu'est-ce qui se passe? On va avoir de l'eau qui va s'infiltrer via ces conduits karstiques, via les fractures, qui va générer des surpressions dans le système. Et cette surpression va ensuite pouvoir alimenter les fractures adjacentes, la roche poreuse, on va dire, et du coup participer à une recharge plus efficace sur du long terme. Et ensuite, c'est ce que l'on voit avec les courbes de récession, participer à ce soutien d'étiage extrêmement important pendant les périodes de sécheresse prolongée. Donc quel modèle? Donc des modèles, vous en avez, si vous parcourez la littérature, tout un panel de modèles avec des modélisations à réservoir qui sont des modèles qui ont été retenus. Dans le cadre d'un service national d'observation du karst, avec tout un tas de collègues à l'échelle nationale, on a développé une plateforme qui permet finalement de choisir un petit peu le modèle qui nous convient le mieux et avec les compartiments qui vont nous convenir le mieux, de façon à justement simuler, reproduire ce qui se passe sur un volet historique avant d'envisager de reproduire, de simuler ce qui risque de se passer en climat futur. Donc la méthodologie de la thèse d'Enola, donc on va utiliser cette plateforme de modélisation, on va modéliser les écoulements à la source du Lez et à la source de Mélimélal sur la période historique, et on va ensuite regarder la projection à l'horizon 2100 en fonction des différents scénarios climatiques du GIEC dont on a déjà parlé. Et si on regarde dans le détail, vous vous retrouvez avec des chroniques de précipitation et de température pour ces différents scénarios. Donc là, vous avez une dizaine de modèles qui ont été identifiés comme pertinents sur le pourtour méditerranéen. Donc c'est ces modèles-là qui vont être utilisés. Les données en question vont être utilisées comme chroniques en entrée du modèle pour la simulation des débits. On va obtenir donc des simulations sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à l'horizon 2100.
et ensuite, en fonction des différents scénarios, dire ce qu'il risque ou non de se passer à cet horizon. Donc là, on a des petits, on va dire des résultats préliminaires, pas forcément rassurants. Non. C'est sur la source d'Aïn Nasserdoun au Maroc, et où on voit qu'à l'horizon 2100, alors avec le scénario le pire, on reste quand même, je dirais, raisonnable et optimiste. Donc là, le pire des scénarios montre un déclin certain de la ressource en eau. Donc là, ce sont des choses qui nous intéressent et sur lesquelles on va travailler dans les années à venir. Voilà. Merci. Je suis désolé, je suis pris par le temps. Enola, je vous passerai bien le micro, mais là, j'ai pas le temps. Je vois que le temps file beaucoup. Merci, Monsieur Jourde. Evelyne Kourouchari, BRL. Alors vous avez travaillé notamment avec les viticulteurs, avec le monde agricole, pour diminuer la demande en eau via l'installation de... vous allez nous expliquer ça. Pour la partager, oui, effectivement. Pour la mieux partager, oui. Voilà. Donc, essayez de faire plus court que ce que vous aviez prévu. Dans un monde idéal, essayez de faire plus court que ce que vous aviez pensé. Voilà. Oui, non. Alors, donc, je voulais vous présenter un exemple de partage de la ressource en eau par les agriculteurs, donc avec la profession agricole. Donc, sur un petit périmètre hydraulique, effectivement, il faut bien appuyer. Ah, bon. Alors, la diapo précédente ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à revenir, mais je vais vous expliquer ce que c'était. Et celle-là. Ah, voilà. Hop, on y est. Donc, la retenue de Jouarre, donc, c'est une petite retenue du réseau hydraulique régional qui est dans le département de l'Aude. Alors, retenue particulière puisqu'on la remplit l'hiver, de novembre à juin, via le canal du Midi lui-même pompant dans l'Aude. Et ensuite, du 1er juin au 31 octobre, on n'a pas le droit de remplir cette réserve. Donc, l'eau qui est mobilisée pour les agriculteurs provient de cette retenue. Donc, du 1er juin au 31 octobre, on a à peu près 3,5 millions disponibles pour l'agriculture. C'est une retenue qui existe depuis les années 80 avec... environ 240 contrats, donc essentiellement pour des viticulteurs, donc de la vigne, un petit peu d'olivier. Et classiquement, jusqu'en 2023, on n'a jamais vraiment eu de souci de manque d'eau sur cette réserve. Donc la réserve était largement dimensionnée. Donc on voit quand même depuis les années 2010 une augmentation de la consommation en eau. Alors en lien avec des besoins en eau plus importants, on voit quand même l'effet du changement climatique, mais aussi tout simplement en lien avec plus de parcelles qui sont irriguées. Donc c'est les deux facteurs qui font qu'il y a de plus en plus d'eau qui est consommée sur cette réserve. Alors là, on voit bien par contre l'effet des pluies. Donc on a des années comme 2018 un peu plus pluvieuses que les autres années où on a peu de consommation. Et ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'on a eu, donc l'année 2023, vous le savez, année assez exceptionnelle au niveau de la demande climatique. Donc en 2023, on a eu un arrêt historique de la station de pompage. Donc au 25 août, il n'y avait plus... Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus assez d'eau. Non, il n'y avait plus d'eau dans cette réserve qu'on pouvait mobiliser pour l'agriculture. Il n'y a jamais eu d'événement précurseur, Non. Ça arrivait d'un coup. Alors, on l'a vu arriver, bien sûr. Ah. Depuis début août, on prévoyait qu'on n'allait pas réussir à tenir jusqu'au 31 octobre. Mais depuis la création de cette retenue, ça n'était jamais arrivé. Donc, on finissait l'année avec de l'eau dans la réserve. On ne mobilisait pas toute la réserve. C'est la première année où il y a eu un manque d'eau. C'était même historique. En 2022, même en 2003, pendant d'autres périodes de sécheresse. Voilà. La différence, c'est, vous dites, c'est l'augmentation de l'irrigation. C'est l'augmentation, oui, de l'irrigation, l'augmentation des surfaces irriguées et l'augmentation de la dose unitaire en lien avec une année très particulière, 2023. Donc, on a commencé la saison. Il n'avait pas plu pendant l'hiver. Pour résumer, on est dans le Minervois, là-bas. Donc, il n'avait pas plu l'hiver. On a commencé avec une réserve utile, avec des sols qui étaient secs. Donc, ils ont commencé plein pot les irrigations. Donc, panique. Compteurs. Effectivement, avec des viticulteurs qui n'ont pas pu faire leur dernier arrosage avant les vendages et des oliviculteurs également qui n'ont pas pu faire leurs dernières irrigations. Donc,
On n'allait pas laisser ce périmètre comme ça, sans rien faire. Donc avec la profession agricole, le groupe BRL, donc on a mis en place un plan de gestion, un plan d'action dès 2024. L'idée étant que d'essayer d'utiliser au mieux cette réserve et que toute l'eau utilisée soit efficace. C'est-à-dire qu'il y ait le moins de fuites possible, que toute l'eau soit amenée aux parcelles agricoles, mais également au bon moment. Et c'est pour ça qu'il a fallu travailler sur plusieurs items. Alors déjà, donc assurer le remplissage. Donc un premier item, c'était augmenter le volume utile. Alors il se trouve que sur cette réserve, on n'arrivait pas à pomper l'intégralité de la réserve avec le culot. Tout simplement parce que les pompes étaient placées à un certain endroit. On ne pouvait pas tout pomper, donc on a mis en place des pompes mobiles dans le lac pour essayer d'augmenter ce volume utilisable. On a pris des engagements sur l'augmentation de l'efficience des réseaux. Donc on s'était donné comme objectif d'atteindre 85% d'efficience sur le réseau. On était à 80% en 2023. Jusqu'à présent, jusqu'en 2024, on avait en direct les volumes pompés, on savait exactement combien on pompait sur la réserve, mais on n'avait pas en direct le volume consommé, puisqu'on ne faisait qu'une relève par an, un petit peu comme l'eau potable, où historiquement il n'y avait qu'une seule relève par an, et maintenant, grâce au compteur télérelevé, on a en direct la consommation. Donc, on peut comparer les volumes consommés aux volumes pompés et on en déduit une efficience. En mettant en place ces compteurs télérelevés, on a pu, tout au long de la saison, vérifier s'il y avait des fuites ou pas. On a même décelé des fuites sur les installations privées, puisqu'on voyait des compteurs fonctionner alors qu'il pleuvait. On est arrivé en 2024 à une efficience de 91%, ce qui est plutôt une bonne efficience. Je pense que l'Agence de l'eau pourra le dire. Donc, on est très content de cette efficience. Bien sûr, maintenant, il faut la conserver. Donc, en début de saison, on a fait aussi des réunions de concertation avec les agriculteurs. Donc, on a mis en place des quotas d'eau. En début de saison, on a attribué des quotas d'eau à chaque agriculteur, à chacun des agriculteurs, basés sur la moyenne des années précédentes. Ce qui fait qu'au début de la saison, ils connaissaient le volume qu'ils avaient de disponible. Charge à eux de faire en sorte de l'utiliser au mieux. Charge à nous de les informer régulièrement en leur disant « Attention, vous arrivez à 40% de votre quota, 50, 60, 80% de leur quota ». Et donc, ils ont pu gérer au mieux le volume disponible. Ils savaient où ils allaient. Ils l'ont bien fait. C'était des bons élèves. Oui. Ils sont volontaires et même ils en demandent de plus. Donc, alors, on les a aidés avec des réunions publiques, des points d'étape, des bulletins d'irrigation. On leur met aussi en place des outils d'aide à la gestion avec une application qui leur permet de savoir quand déclencher les irrigations. Donc voilà, là on le voit, c'est le résultat. La courbe verte, c'est 2024, c'est la retenue. La courbe bleue, 2023. 2023, on voit qu'on est arrivé dans la zone rouge crise. 2024, on a terminé la saison, tranquillement. Bravo. Et tout ça a été financé par l'Agence de l'eau ? Non, ça a été financé par BRL. Par BRL, directement. Mais l'Agence de l'eau nous aide pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que ça n'a rien coûté aux viticulteurs? Non, ça n'a rien coûté aux viticulteurs, si ce n'est du temps pour s'approprier des nouvelles méthodes d'irrigation. La profession est vraiment très engagée sur ça et on demande plus pour vraiment utiliser au mieux l'eau. Si un viticulteur dépasse son quota, il a plus d'eau, ou vous l'engueulez, ou vous lui faites payer l'eau très, très cher? On lui enlève le compteur. Ils connaissent les règles. Ok. Et ça marche très bien. Jean-Claude Blanc, bonjour. Bonjour. Président de l'association syndicale autorisée, vous êtes un irrigant, vous gérez une irrigation. Tout à fait, oui. Pareil, compteur, oui, vous avez installé des compteurs, vous aussi. Allez-y, ça fonctionne, on vous écoute. Oui. Donc, si vous voulez, vous avez dit qu'on était un peu court en temps, je vais passer sur le premier slide. Merci. Comme ça, on va rattraper un peu. Je vais vous présenter un peu
l'association syndicale autorisée Je vous en prie. de la Z-Canal de Gignac, c'est établissement public à caractère administratif. La première autorisation nous a été donnée en 1882. Ce qu'il faut expliquer un peu, c'est qu'à l'origine, le canal était pour lutter contre le phylloxéra. Donc on avait un droit d'eau autorisé au départ de 3500 litres seconde, voire 5000 en période de crue sur l'Hérault. Voilà, donc si vous voulez, nous avons en gros 4500 adhérents sur une surface de 5000 hectares, 50 km de réseau principal, avec, je ne rentrerai pas dans le détail, mais 8 km sur un côté du canal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le canal se divise en deux sur la carte. Vous êtes en haut de la carte, c'est le prélèvement, se fait en dessus Saint-Guiel-le-Désert. Et le périmètre se divise, et vous avez un côté qui va partir sur 8 km et l'autre côté sur 22 km. Nous traversons l'ASA irrigue 22 communes. Nous avons un droit d'eau à l'origine de 3005, je vous l'ai dit. Et aussi sur les nouveaux projets, on a 1,5 million autorisés sur le lac du Salagou. Nous avons 320 km de réseau de distribution avec encore un quart gravitaire et le reste 3/4 sous pression. Donc si vous voulez, on a 75% de milieu agricole avec une culture majoritaire qui est la vigne, avec du maraîchage aussi et un peu d'arbres et un petit peu aussi de production de semences. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point. On a aussi comme sur la présentation, on a des points de livraison sur le secteur gravitaire, c'est-à-dire en début de parcelle, qui sont des canalettes. Et sur les nouveaux réseaux, nous sommes avec des cabines télégérées. C'est-à-dire on a une cabine pour 5 hectares et les gens pilotent leur irrigation, et je reviendrai plus tard, avec leur smartphone. Donc, en gros, pour vous expliquer l'historique vite fait, c'est que de 1990 à 2000, nous avons fait de l'informatisation surtout, de l'amélioration de l'exploitation des ouvrages par de la régulation sur le canal principal et de la supervision. De 2000 à 2010, nous avons fait des conversions de réseau, mais de distribution, mais on peut dire à petite vitesse, environ quelques hectares par an. Et après, c'est là que, si je peux dire, la révolution du canal, grâce à la charge de l'eau, est arrivée. C'est que nous avons déclenché et accepté de signer un contrat de canal avec 24 signataires, donc, qui a été porté par l'agence. Depuis ce jour, on a fait, nous avons fait... Je m'excuse, mais je... On va vous aider là. On va aller plus vite là. C'est intéressant. Voilà, sur le périmètre historique, sur les prélèvements annuels, de l'ASA a diminué de près de 60% par rapport au début des années 2000. Donc en 2019 et 2022, des années historiquement les plus chaudes et sèches de la décennie, les prélèvements annuels se sont élevés à un peu plus de 15 millions de mètres cubes contre 37 millions avant 2005. Actuellement, le prélèvement de l'ASA représente environ 10 millions de mètres cubes. Voilà, donc pour vous donner un ratio, pour une irrigation agricole de l'époque, on donnait à peu près 10 000 mètres cubes par an pour un hectare. Actuellement, avec la modernisation, nous sommes à 1000 mètres cubes par an et par hectare. Et sur les nouveaux réseaux, nous sommes à 900 mètres cubes par an et par hectare. Plus de 90% d'économie grâce à un système goutte à goutte au lieu du système gravitaire d'avant, c'est ça ? Exactement, c'est un système de pompage.
et toutes les parcelles ont été irriguées en goutte à goutte. Donc vous voyez sur les résultats, dans la prise d'eau que vous voyez en haut des gorges, ce que vous voyez en jaune, c'est le secteur historique. Et ce qui nous a permis aussi de pallier aux problématiques que nous avons eues, c'est le secteur historique substitué que vous voyez en bas en vert. C'est un pompage qu'on a fait dans l'Hérault, parce qu'il faut savoir que entre le transport d'eau tout le long du canal, les gens qui étaient en fond de canal avaient des problèmes de volume qui n'étaient pas acceptables. Et ça nous a permis aussi d'économiser de l'eau en repompant plus bas. En 2021, 65% du périmètre modernisé, 20 millions de mètres cubes économisés par an par rapport à 2000. Diminution du débit de pointe de 3500 litres à la création. On est passé à 2005 en 2020. 750 en 2023, c'est la grosse année de sécheresse où on a fait notre application de la gestion de crise avec un alternat. Et grâce à la substitution que je vous disais tout à l'heure, nous sommes arrivés à faire un prélèvement à 800 litres en 2024. L'objectif pour 2030, c'est 100% du périmètre modernisé, 100% du périmètre irrigué pour un goutte à goutte, 27 millions de mètres cubes économisés par an, pour un prélèvement annuel d'objectif entre 7 et 9 millions de mètres cubes. Tout ça, c'est en adéquation avec les objectifs du SAGE, de l'AMA et de la loi sur l'eau. Et là, il faudrait conclure. Donc, l'historique du débit de l'été 2023, la loi pêche de 2014 nous obligeait à un étiage à 2500 litres secondes, vous voyez là. La différence, soit 1300 à 1800 litres, c'était ce que nous avions droit à prélever sur un périmètre de 3000 hectares. Ce qui nous a permis parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le débit réservé, mais je ne rentrerai pas dans le détail du calcul, si vous voulez, vous le voyez en bas, c'est écrit en rouge. Donc si vous voulez, voilà, donc je ne sais pas si tu as une autre slide, il n'y en a plus. Voilà. Donc 2500 au 1er juin, ça je vous l'ai dit. 2100 litres obligatoires au 1er juillet, du 1er juin au 1er septembre, ça c'est ce qu'on nous a imposé. Pas de prélèvement entre le 15 octobre et le 15 mars, puisque là nous sommes en arrêt total. Et le débit, c'est de 1/10 respecté en moyenne de l'année. Voilà ce que je pourrais vous dire. Si vous voyez, si vous avez des commentaires ou n'importe quoi là-dessus. Voilà, là je voudrais un peu plus rentrer dans le détail. Ouais, mais rapidement, le temps passe vite. Voilà, donc c'était au début du mois de juillet 2023. La situation est devenue difficile puis catastrophique. Il n'y a pas eu assez d'eau à l'amont pour maintenir le débit réservé et prélever l'eau nécessaire à la satisfaction de tous les usagers. L'ASA a mis en œuvre des actions suivantes pour s'adapter. Le 10 juillet, activation de la substitution du secteur tressant de Pouget. Le 10 août, mise en place des mesures d'alternat. Le 25 août, demande d'adaptation auprès de la police de l'eau. Le 25 août, et sous réserve de maintenir les mesures suivantes, la police de l'eau autorise l'ASA à déroger au maintien du débit réservé à condition de respecter le débit critique biologique, qui est fixé à 1700 litres secondes. Les réserves sont les suivantes: diminution des consommations pour l'irrigation agricole en lien avec les vendages et les moissons, diminution des consommations pour arrosage et usage non agricole en lien avec les vacances scolaires et les mesures d'économie, maintien des mesures d'alternat mises en place le 10, respect absolu du débit critique biologique qui a été de 1700 litres secondes par dérogation. En cas d'impossibilité de maintenir ce débit réservé, tout prélèvement de l'ASA serait interdit. Voilà ce que je pourrais vous
vous dire sur la crise qu'on a eue, qui était vraiment une crise. Pour vous donner un exemple, de 3500 litres secondes autorisés à l'époque, on a prélevé 400 litres. Ah oui, quand même. Voilà. Merci, Monsieur Blanc. Samy Bouarfa, c'est à vous. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Vous êtes à la tête de la chaire Eau, Agriculture et Changement Climatique. Quelle perspective vous vouliez revenir sur les PTGE, hein? Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, oui, je coporte cette chaire donc, du côté de l'INRAE avec un collègue Gilles Belot du côté de l'Institut Agro. Je vais très rapidement vous dire, vraiment très rapidement, ce que c'est qu'une chaire, parce que c'est un espace un peu particulier qui... l'eau, on le dit depuis tout à l'heure, hein, c'est quand même c'est quelque chose qui se partage et il y a une multitude d'acteurs qui s'y intéressent. Et donc la chaire, c'est un espace qui associe ces différents acteurs pour définir, pour partager les idées et voilà, et travailler ensemble. Donc beaucoup d'acteurs, je ne vais pas tous les citer bien entendu, vous les avez à l'écran, qui sont présents aujourd'hui, donc qui gèrent l'eau de différentes manières, qui soient responsables d'infrastructures ou qui soient dans des collectivités. Une des spécificités aussi, c'est que l'eau en tant que bien commun, elle est à la fois gérée par des opérateurs privés, mais aussi des opérateurs publics. Donc, et puis la recherche s'y intéresse. Donc on a constitué cet environnement à la fois scientifique et puis opérationnel et également avec les collectivités pour créer cette chaire qui s'appelle Eau, Agriculture et Changement Climatique. Je ne vais pas vous donner tout l'agenda de la chaire, ce n'est pas l'objet ici, mais plutôt pointer sur les projets de territoire de gestion de l'eau qui est un objet particulier sur lequel travaille cette chaire, et je vais vous donner quelques éléments qui nous paraissent vraiment très, très intéressants autour de ces PTGE. Donc j'ai préparé qu'une diapo, donc ça va être rapide. Notamment qui a doubles usages. Déjà vous dire qu'il va y avoir un colloque national sur ce sujet à Montpellier le 23 octobre prochain à l'Institut Agro, qui va traiter donc des projets de territoire de gestion de l'eau. Et pourquoi donc on s'y intéresse? Déjà c'est un outil qui a été défini à la fois par l'État, mais qui venait aussi d'une certaine histoire, notamment au niveau de l'agence de l'eau RMC, qui est ce qu'on appelle souvent le volet quantitatif des sages. Donc c'est en fait des dispositifs donc, de concertation et de prospective qui se mettent en place autour de territoires où on a des problèmes de gestion de l'eau, de partage de l'eau, et parfois, souvent, des questions de construction d'infrastructures, de retenue d'eau, de mise en place d'ouvrages de stockage dont vous savez très bien qu'ils posent de nombreuses controverses, de nombreux débats, de nombreuses oppositions. Et donc ces PTGE sont aussi, mais pas que, là pour essayer de faire en sorte que sur un territoire donné, l'ensemble des acteurs définissent une vision commune et une vision prospective qui puisse intégrer l'effet du changement climatique sur le partage de l'eau, la demande en eau. Donc un gros enjeu. Il y a à peu près aujourd'hui en France une soixantaine de PTGE qui sont un petit peu effectifs, et il y en a à peu près autant qui sont, disons, dans les tiroirs en négociation. Il y en a beaucoup d'effectifs sur donc, le territoire de l'agence RMC qui avait créé les programmes, donc les PGRE, donc c'était la même chose que les PTGE. Mais avant, qui n'intégraient pas la réflexion sur le changement climatique. Et les PTGE, c'est la grande différence, essayent donc de tenir compte des effets prévisibles du changement climatique. Donc, ils sont obligatoires, les PTGE? Ils sont pas, ils sont recommandés. Et ils n'ont pas de valeur réglementaire pour l'heure. Et ils sont à peu près exigés partout où il va y avoir des modifications de type justement construction d'infrastructures. D'accord. Et comment ils s'articulent avec les sages?
C'est ce qu'on appelle le volet donc, quantitatif du sage. Donc Ok. c'est qui adresse d'autres questions. Et il y a donc trois sujets qui nous paraissent vraiment intéressants à développer et à réfléchir et qui posent question autour de ces PTGE. Donc il y a cette notion de prospective. Donc comment finalement de prospective et comment donc réfléchir à l'avenir et si on construit une retenue, c'est pour au moins un siècle. Comment réfléchir à l'avenir et de manière participative. Donc derrière ce terme prospective, il y a des questions de méthode qui se posent, mais il y a aussi comment on peut gérer une prospective en concertation, associant l'ensemble des acteurs qui ont chacun à défendre leurs intérêts, le monde agricole, mais les autres mondes également. Donc ça, c'est un des éléments importants. Un autre élément, c'est comment gérer les incertitudes. Vous avez montré tout à l'heure des courbes de changement climatique avec des tendances très différentes. Comment les intégrer? Et également, d'un point de vue de l'agriculture, sur quelle référence de besoins en eau on part? Qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui? On l'a montré. C'est une question également. Et donc, ces questions de prospective, elles agrègent un petit peu l'ensemble de ces sous-questions. Et également, la question, c'est est-ce que la prospective doit se substituer à une vision politique de l'évolution du territoire? La prospective ne résoudra pas tout, les études scientifiques ne résolveront pas tout, et la question est aussi que les services, l'ensemble des parties prenantes arrivent à définir une vision politique de l'évolution du territoire et des usages. Et ça m'amène au deuxième sujet qui nous paraît important, notamment comment l'agriculture peut être transformée, comment l'agriculture peut aller vers un sens de plus de sobriété en eau. On met beaucoup en avant l'agroécologie, on met beaucoup en avant les solutions dites fondées sur la nature, c'est-à-dire les haies, La couverture des sols, le moindre travail du sol, etc. tous ces éléments-là. Et finalement, comment on inscrit ces évolutions, voire ces révolutions parfois, dans une vision prospective à long terme, et quels effets ça peut avoir sur ce qu'on appelle la demande en eau, notamment pour l'agriculture. Donc ces effets sur la ressource en eau, et combien ces mesures ou ces infrastructures vont coûter pour à la fois les agriculteurs, pour la collectivité, qui va les financer. Tout ça sont des éléments très importants pour structurer une réflexion autour des PTGE. Et il y a un troisième point qui nous paraît vraiment important à développer, c'est ces PTGE, ils sont animés par des personnes qui sont finalement au milieu de toutes ces questions-là, de la dimension politique, de la dimension technique, agronomique. Et donc, on propose de développer toute une réflexion sur ces métiers d'animateurs qui sont souvent un petit peu seuls sur leur territoire et confrontés à des oppositions qui sont parfois très dures. Et donc, comment ces animateurs et ces animatrices, finalement, peuvent acquérir des compétences, pouvoir se faire aider et pouvoir être mis en réseau. Donc ça, ce sont vraiment plusieurs sujets que nous souhaitons développer, et nous vous invitons donc à venir à ce colloque en octobre prochain à Montpellier. Oui, c'est comme tout, hein. C'est comme les PAT, c'est comme les plans de mobilité, c'est comme les SCOT. Si c'est pas bien incarné, bien animé, comment dirais-je, la motivation des élus, des participants se dilue dans le temps, et puis il y a la capacité de l'animateur à provoquer la discussion et en faire en sorte qu'une concertation réelle puisse avoir lieu. Oui, c'est un métier. Oui, vous avez raison. En plus, les métiers d'animateurs dits territoriaux, effectivement, il y a des points communs avec tous ces dispositifs territoriaux qui se mettent en place. J'ajouterais que c'est des métiers qui sont pas forcément très bien payés. Donc, ce qui n'aide pas forcément non plus aux choses de se faire. Voilà. Et juste un petit ouvrage qui va sortir, puisqu'on est sur le sujet du partage de l'eau. Donc, il y a un ouvrage qui va sortir en juin prochain qui s'appelle « Comment partager l'eau en France ?» avec un petit peu le recueil de l'expertise de la recherche, mais aussi avec des contributions des agences de l'eau et de l'ensemble des parties prenantes qui
traite une dizaine de sujets dont on a discuté aujourd'hui. Donc voilà, un petit avec la maison teasing d'édition sur ce- maison de l'INRAE, Quae. Voilà, pas que de l'INRAE, mais aussi de l'INRAE. Beaucoup l'INRAE. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Anne Mazierski, on termine par vous. Ne vous inquiétez pas, je prendrai quelques minutes sur ma pause pour vous passer le micro, mesdames, messieurs. Allez-y, on enchaîne, je me tais. Oui, enfin, Ah non, on nous aide pas là. Allez-y, essayez. Est-ce que vous aurez une voix plus forte? allez, j'essaye. Alors, en fait, mon propos va permettre d'illustrer aussi ce qui se fait en parallèle de tous les travaux de prospective, de projection qui nous ont été présentés ce matin. Il faut imaginer aussi que les territoires continuent à vivre, continuent à mener de l'eau à ceux qui en ont besoin. Donc, juste des illustrations de ce qui se passe sur le territoire de la métropole. Le premier, c'est l'élaboration d'un plan eau à horizon 2030 qui a été proposé par la Régie des Eaux, élaboré par la Régie des Eaux et validé par le territoire de la métropole l'année dernière. Donc, autour de trois enjeux majeurs, donc la quantité, la sécurité et la qualité. Je ne vais pas forcément le détailler, mais ce qui est important, c'est de retenir que l'idée générale, on revient toujours à cette question de sobriété, évidemment, même si hier c'était un débat, mais l'idée c'est quand même de réduire les prélèvements. On a vu plein d'illustrations là ce matin de toutes les actions qui sont mises en place sur les territoires pour réduire les prélèvements, pour améliorer l'efficience et l'efficacité des réseaux qui transportent l'eau. La meilleure économie, c'est l'eau qu'on ne perd pas. Donc ça c'est vraiment important, il faut vraiment l'ancrer, c'est que avant même de pouvoir chercher des pistes d'économie, c'est d'avoir des réseaux qui sont connus, donc d'avoir une surveillance sur les réseaux qui permet d'avoir une intervention sur la détection de fuite qui soit très bonne, très rapide et qui permet donc de limiter cette perte d'eau. Le deuxième bien sûr c'est l'enjeu pour nous de sécuriser l'approvisionnement en eau. On a évoqué plein de problématiques sur demain. Si on ne prend pas aujourd'hui le cap du changement climatique, on pourrait être confronté à une problématique d'approvisionnement. Et donc nous, les collectivités, notre travail, c'est de trouver dès à présent aussi les moyens de sécuriser l'approvisionnement. Donc il y a eu l'illustration aussi de comment on sécurise avec une autre ressource pour ne pas être dépendant d'une seule ressource. Comment on baisse nos consommations pour se garantir que la ressource du Kars sera présente. Donc ça, c'est des vrais enjeux pour nous. Et le dernier enjeu qu'on a moins évoqué ce matin, mais qui va de pair, c'est comment on restaure la qualité des ressources en eau, puisqu'en fait, ces ressources, si on le veut qu'elles soient exploitables et de bonne qualité, eh bien, c'est tout un travail de protection de ces ressources qui doit se mettre en place. Et donc, c'est ce que l'on appelle, nous, couramment, la protection des périmètres de captage, c'est-à-dire comment on protège toutes les zones qui sont à proximité immédiatement rapprochés ou un peu plus éloignés des captages, c'est-à-dire quelles sont les mesures qu'on va pouvoir mettre en place pour que dans ces périmètres-là, il n'y ait pas de pollution ou d'atteinte au milieu naturel qui serait impactant sur la ressource en eau. Et donc, comment on fait? Alors, on met en place des périmètres de protection, c'est-à-dire qu'on met en place des secteurs dans lesquels, sous couvert d'une déclaration d'utilité publique, il y a certaines actions qui ne sont pas autorisées, il y a certaines actions qui sont autorisées, mais justement accompagnées, notamment avec les agriculteurs. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Mais par exemple, l'utilisation de produits phytosanitaires, évidemment. Okay. Mais ça va être aussi plutôt l'accompagnement des agriculteurs vers des mesures agrobiologiques ou agroécologiques. Donc c'est tout un travail de coopération et qui est fait aussi avec les animateurs et c'est tout l'intérêt de la chaire aussi en partenariat. Mon propos se terminera juste sur cela. C'est ce que l'on a mis en place au niveau de la métropole, qui est un schéma d'eau brute, alors au pluriel, parce qu'au début, ce schéma est engagé depuis déjà quelques temps. Il avait surtout une portée agricole, c'est-à-dire la question c'était comment on maille le territoire de la métropole avec un réseau d'eau brute, et en l'occurrence c'est le réseau BRL, là, qui est notre réseau régional. Il est très présent, mais il n'est pas présent partout. Et on doit faire face aussi, on l'a vu, à une demande d'agriculteurs qui ces agriculteurs ont besoin de travailler. Pour travailler, pour eux, c'est l'eau, la principale contrainte quand même environnementale. Et donc, c'était, au lieu de dire oui ponctuellement, c'était de se projeter, de faire une planification des besoins en eau du territoire. Et c'est vrai que le schéma avait d'abord eu une portée, une analyse agricole et une portée agricole. C'était vraiment maillons le territoire pour que l'eau brute soit en connexion avec les besoins agricoles.
Il s'est avéré que à notre époque, on n'a pas voulu, on n'a pas souhaité poursuivre sur une entrée purement agricole et une sortie besoin purement agricole. Donc on a repris le travail en 2023 pour que ce schéma d'eau brute, il ait une portée plus, on va dire, eau non conventionnelle, mais surtout usage. On a voulu que cette eau brute, elle puisse être comment dire, le maillage du territoire par cette eau brute puisse être envisagé aussi. Comment peut-on satisfaire des besoins en eau par autre chose que de l'eau potable? Donc on a voulu intégrer la problématique, donc, par exemple pour nous sur la métropole, de la défense incendie, du nettoyage urbain, de l'arrosage des espaces verts et donc aussi de l'irrigation agricole. Donc en fait ce schéma est en cours de travail. On espère une finalisation cette année. Il va nous donner vraiment la feuille de route. L'idée c'est pas de financer un maillage complet du territoire, c'est de se fixer des priorités. La priorité majeure, finalement, ça va être de créer l'artère principale, mais ça se fait aussi en concertation, évidemment, avec notre opérateur BRL, parce que les capacités d'eau ne sont pas illimitées. Et donc, il faut se fixer des priorités. Et donc, la stratégie qui a été retenue, c'est de plutôt centrer nos efforts sur un secteur qui est vraiment identifié avec un besoin agricole né, c'est-à-dire déjà prononcé, où derrière on a des agriculteurs qui attendent l'eau pour travailler, et de les accompagner plutôt au lieu d'aller sur l'ensemble du territoire, de se concentrer nos efforts sur ce secteur-là où on n'a pas d'autres ressources, on ne pourra pas en amener d'autres, et de les accompagner plutôt sur la création d'ASA. Et donc on a eu l'illustration aujourd'hui de tout l'intérêt d'une ASA qui devient un gestionnaire du territoire. C'est-à-dire que vraiment, l'ASA va structurer les besoins des agriculteurs. Ça va permettre d'avoir, comme on nous l'a expliqué, des droits d'eau qui vont être aussi mis en place avec nos contraintes donc, de sécheresse ou d'alimentation en eau. Et donc, c'est ce travail-là qu'on a entrepris à la métropole. Voilà. Juste un schéma de planification ou c'est une vocation réglementaire ? Non. À articuler avec un PLU, un SCOT, un SAGE, etc. Alors non, là, il a juste une vocation de planification, c'est la feuille de route pour nous. D'accord. Voilà. Il a deux avantages quand même, c'est qu'il va nous permettre de travailler avec notre opérateur sur les travaux à venir, et nous, il va nous permettre de budgéter les travaux. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions? Luna est là pour vous. Elle est derrière vous avec un micro en main. Vous avez été convenablement nourri par nos 8 intervenants et intervenantes, manifestement. Oui, juste une question, j'ai pas beaucoup le temps. Yves Tremblay, Julien Lecomte, tout ce qu'on vient de voir, ça vous satisfait? Ça vous dites, c'est bon, la société a compris, les collectivités a compris, entre les interconnexions, les compteurs, l'agroécologie, les schémas d'eau brute, l'irrigation au goutte à goutte. Là, c'est bon, on peut commencer à faire face, à s'adapter aux temps qui viennent? Alors, mon ressenti, effectivement, c'est qu'au niveau des territoires, il y a quand même une prise de conscience vraiment importante. Et on peut le voir avec toutes les initiatives récentes, les plans d'adaptation. Récemment, la commission locale de l'eau de l'Hérault, elle est en cours sur l'Orbe, si j'ai cru comprendre. Donc effectivement, il y a une vraie prise de connaissance. Et ça, c'est vraiment plutôt un message très positif, ouais, en réalisant que les opérateurs prennent en main le problème et trouvent des pistes d'adaptation adaptées au territoire. Et j'insiste là-dessus, puisqu'on entend souvent des arguments un peu à l'emporte-pièce. Il faudrait arrêter telle ou telle activité, il faudrait irriguer partout, etc. En fait, j'ai l'impression que les meilleures solutions, c'est les solutions vraiment adaptées à chacun des territoires. Concrètement, ce n'est pas les mêmes solutions dans l'Nord-Pas-de-Calais ou ici, chez nous. Et c'est vraiment, du coup, avec les acteurs locaux qu'on peut définir des pistes d'adaptation qui soient réalistes et non pas trop générales. Oui, puis ça n'a l'air de rien, mais ce que nous ont montré M. Blanc, Mme Kourouchari, on met des compteurs où on met du goutte à goutte, oui, derrière les résultats sont là, par rapport à des solutions de Yaka Faucon que nous autres journalistes développons sur les plateaux télé, des gros machins, les chaînes nationales ou internationales, dont l'intérêt est assez limité. Là, manifestement, un petit truc, un petit levier, et derrière, on a des grosses économies. Alors, c'est un très bon exemple, et en même temps, alors je pense que mon collègue de l'INRAE pourra le confirmer, le goutte à goutte, c'est pas la solution idéale partout, tout le temps. Il y a certaines cultures qui sont pas forcément adaptées à ça. Et là encore, c'est les agriculteurs qui peuvent nous dire, voilà, telle ou telle pratique est adaptée à tel ou tel terroir ou non. Et en même temps, Monsieur Blanc, le goutte à goutte, ça consomme du courant, non ? Prenez le micro. Et je crois qu'en 2022, la facture des irrigants avait explosé pendant la canicule. Tout à fait. Ça consomme du courant, mais disons que ça nous permet quand même de faire cette économie d'eau importante. Hein. Mais Dieu sait qu'il a fallu combattre avec
l'association ASA de France pour monter au ministère pour avoir quand même des tarifs préférentiels sur les gros consommateurs que sont les dada. Donc là, je tenais à le souligner. Et nous avons aussi en projection et en train de travailler sur l'installation de panneaux photovoltaïques à côté de nos stations, ainsi que de la micro-production hydroélectrique. D'accord. Pour pallier un peu à cette augmentation fulgurante de l'électricité. Oui, d'autant plus que l'électricité, même produite par des réacteurs nucléaires, est adossée sur le prix du gaz et du pétrole sur le marché européen, ce qui a fait exploser le prix de notre électricité nucléaire pendant la guerre en Ukraine. Vous vouliez rebondir? Ensuite, je vous passe la parole, monsieur Lecomte. Oui, c'est un rebond très rapide sur cette question de goutte à goutte, qui n'est pas non plus la solution miracle. Je donne juste un petit exemple chez nos voisins et amis au Maroc, qui ont développé toute une politique à l'échelle nationale de subvention pour passer 500 000 hectares au goutte à goutte. Mais le goutte à goutte a permis de faciliter le travail aux agriculteurs, donc d'augmenter les superficies irriguées, ce qu'on appelle un effet rebond. Et de fait, avec plus de surface irriguée, même avec une technique plus économe, il n'y a pas de miracle, on consomme plus d'eau. Donc, alors que la politique, c'était la politique d'économie d'eau grâce au goutte à goutte. 10 ans après, les nappes ont plongé, dans un certain nombre d'endroits. Donc voilà, c'est juste pour la technologie ne nous sauvera pas complètement. Oui, c'est aussi ce qu'on reproche aux bassines. On crée une bassine et on augmente la consommation d'eau. Après, il refaut une bassine. C'est ce qui avait été montré par l'OCDE et à partir d'exemples espagnols notamment. Monsieur Lecomte, vous aurez le mot de la fin, parce que là, j'ai plus le temps. Allez-y. C'est gentil, mais j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit par les collègues sur l'échelon local, sur la confiance au travail aussi qui se fait justement dans ces instances-là. Peut-être rester parfaitement vigilant, se préparer pas forcément que par la performance, mais peut-être aussi par la robustesse face au changement climatique, ne serait-ce que pour des questions d'énergie ou de risques divers et variés, qui feront qu'on sera toujours mieux préparé quand on aura des systèmes aussi robustes. Voilà. La technologie ne sauvera pas tout, il n'y a pas de solution miracle. Attention à l'effet rebond et interroger les usages, les questionner, y compris même quand ça fait mal. Alors je vous rassure tout de suite, non je ne vais peut-être pas vous rassurer, moi je suis un ch'ti et dans le Cambrésis largement arrosé, aujourd'hui la patate est irriguée parce qu'il manque de flotte. Et là, les grands producteurs de patates et de betteraves et de céréales et de colza ont du mal à penser à autre chose. La conservation des sols commence. En hiver, les sols ne dégueulent plus sur la route. Ils sont couverts, ils sont verts. Ça commence, mais il faut quand même de l'irrigation. En mesure qu'on fait de l'agroécologie, le changement climatique rattrape les choses, dépasse. Et il faut aujourd'hui mettre de l'irrigation, y compris là où des patatiers font de l'agriculture en conservation des sols. Sachant que pour faire de la patate, il faut flinguer les sols, de toute façon, il faut de la farine. Bref, on n'en sort pas. Et donc la question qui se pose, c'est faudra-t-il encore demain produire de la patate dans le Nord? Vous imaginez chez nous, on est élevés à la patate qui est notre légume. Le légume vert, c'est la frite. C'est une révolution culturelle, mais heureusement, il reste la bière qui, elle, se porte bien. Merci mesdames, messieurs. Rendez-vous dans 25 minutes pour 11h30. Non, 11h30 pour le prochain débat. Merci. 3, 2, 1...